ça serait faux de dire que toutes les questions politiques viennent se dissoudre ou s'épuiser dans la seule question du changement climatique et de l'écocide. Mais en tant que finalement cette question pose celle de la survie de l'espèce à la surface de la Terre, on peut à bon droit dire qu'elle constitue un enjeu capital, un enjeu qui vient en position hiérarchiquement supérieure. Alors c'est vrai qu'on a été servi cet été, et je voudrais, autant que toi, que l'expérience frappe les esprits. Des fois, il m'arrive de ne pas en être complètement sûr, hein. Mais en tout cas, je pense que ça fait faire des progrès de toute manière. Moi, cet été, j'ai repensé, vous savez, à ce moment inénarrable où cet improbable ministre HEC de l'écologie, qui s'appelle Agnès Pannier-Runacher, était venu plastronner avec son rapport pour adapter la société française à l'horizon plus 4 degrés du changement climatique. Et alors, moi, je ne suis pas climatologue, hein, mais j'ai vu que là, ce qui nous est arrivé, en fait, a été engendré par, je crois, on est à plus 1,7 degré. Plus 4 degrés, comment dire, ça sera 100 jours de canicule à 60, hein, Agnès. À 60 degrés, on ne s'adapte pas, hein, on meurt essentiellement. Vous voyez. Bon. Alors, sauf à ce qu'elle ait des petites idées adaptatives qu'elle n'ait pas encore osé nous présenter. Je ne sais pas, Agnès, as-tu le projet de déménager la totalité de la vie sociale sous terre ? Si c'est ça, il faut nous le dire, hein. Alors, il est entendu qu'on sera aux frais. Alors, nonobstant, nous aurons encore à boire. Alors, qu'est-ce que ça sera l'hydrologie générale à 60 degrés ? C'est pas, vous voyez, c'est pas, enfin, ça se présente pas bien, ce truc. Bon, vous voyez, il y a eu cette scène pathétique au sens vraiment le plus littéral du terme, où des gens sont venus à se battre pour des climatiseurs dans je ne sais plus quel supermarché. On pouvait compter sur l'ignominie de la presse bourgeoise et notamment des chaînes d'information en continu pour s'en repaître, vous voyez, vraiment pour en faire des caisses. Alors là, vraiment, hommage à Anas Kazib qui a fait un texte qui remettait les choses d'équerre à cet égard. Voilà. Vous voyez. La petite bourgeoisie intellectuelle et culturelle qui peuple ces médias a la tête imprégnée mais de racisme social sans même en avoir la moindre conscience. Alors je passe par cet épisode pour vous donner à imaginer par différence si des gens déjà en viennent à devoir se battre pour avoir un petit peu de fraîcheur chez eux. Qu'est-ce que ça sera au moment où ce sera pour avoir accès à 1,5 litre d'eau pour 4, vous voyez, et pour la journée? Là, on va quand même vers des choses qui sont très impressionnantes et qui, moi, me donnent l'envie d'un effort conceptuel pour qu'on puisse en venir à qualifier politiquement, mais rigoureusement, des politiques publiques de criminels. Je ne dis pas seulement que ça soit une image, vous voyez, il y a des politiques... Et à la suite de cette qualification à la fois conceptuelle et politique, pour enchaîner sur les constructions juridiques et les prolongements judiciaires qu'une telle qualification appelle. Et moi, je dis, vous avez compris, il y a des gens qu'il faudrait juger et qu'il faudra juger. Quand il y a des politiques criminelles, on juge les gens. Et nous avons affaire à des politiques criminelles lorsque le taux de mortalité infantile remonte, lorsque la suicidalité des jeunes remonte, lorsqu'on meurt sur un brancard aux urgences, etc. Vous voyez? Et on va dire, il est complètement fou. Si vous saviez, moi je pense que la judiciarisation, est-ce que ces gens peuvent espérer de mieux? Parce qu'un jour, il y a d'autres personnes, qui sont plus nombreuses, qui viendront les chercher. Un jour où vraiment ça sera trop. Bon... Bon, je m'excuse pour mes passions tristes, hein, dont je me suis un peu laissé emporter. Je voudrais revenir à l'idée adaptative, à l'idée de l'adaptation et à l'idée de la transition, parce que c'est ça qui tient le haut du pavé, vous voyez, dans le discours déraisonnable, hein. Alors, cette idée de l'adaptation et de la transition est en réalité
vicié à cœur par une erreur fondamentale. Alors, comme j'aime bien les mots compliqués, moi ça me plaît toujours beaucoup, j'appelle cette erreur le paralogisme de la productivité de la Terre. Alors un paralogisme, c'est une erreur de raisonnement. Alors le paralogisme de la productivité de la Terre dit la chose suivante. Eh bien, si grâce à de futures innovations, dont le capitalisme a le secret et nous régale, n'est-ce pas? Si pour produire ce qu'on veut produire, nous avions besoin de moins d'intrants terrestres, ça serait absolument formidable. C'est-à-dire, pour produire ce qu'on veut, on aurait moins besoin d'extractivisme, on aurait moins besoin de pétrole, on aurait moins besoin de minerais, on aurait moins besoin d'eau, on aurait moins besoin de rejet en CO2. Est-ce que ça serait pas merveilleux, ça? Est-ce que c'est pas ça la direction? Est-ce que c'est pas ça la solution? Pour produire ce qu'on veut, n'est-ce pas, nous aurions besoin de moins d'intrants terrestres. Par conséquent, nous aurions moins à tirer sur la planète. Et nous serions sauvés. Bon, alors ici, l'erreur de raisonnement est monumentale pour oublier un tout petit élément de contexte, très léger, qui est que nous sommes dans le capitalisme, vous voyez. Et dans le capitalisme, pour autant que je sache, on n'a jamais vu qu'une augmentation de productivité des intrants ou des facteurs, on n'a jamais vu qu'elle ait jamais été utilisée à produire autant avec moins. Dans le capitalisme, ce qu'on fait quand on a de la productivité, c'est qu'on produit plus avec autant. Et même on produit plus avec plus. Parce que ça c'est bien, ça c'est la marade. Vous voyez. Bon, et c'est là, comment dire, si vous voulez, c'est le capitalisme qui veut ça dans son principe le plus fondamental, dans sa force motrice la plus fondamentale, à laquelle Marx a donné le nom de loi de la valeur. Qu'est-ce que c'est que la loi de la valeur? C'est la loi de la valeur se mettant en valeur, c'est-à-dire la loi du capital-valeur qui, au travers de la production et de l'exploitation, s'auto-accroît dans un processus de croissance cumulative indéfinie. Et là, le mot important, c'est ça, c'est indéfini. Si vous voulez, dans le principe formel de la loi de la valeur, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune force de rappel. Alors, les marxistes qui seraient par là me diraient, attention, quand ça passe à la réalité, il y a les contradictions, il y a la dialectique, et c'est là que viennent les forces de rappel. Et c'est vrai. Mais dans le principe formel de la loi de la valeur, c'est toujours plus. Comme le dit mon camarade Régis Portalès, qui lui aussi est un modéré, il dit « c'est toujours plus pour accroître leur monstrueux tas de fric ». Ce qui, je a de bonnes propriétés conceptuelles, je trouve. Donc vous voyez, c'est à cause de ce principe fondamental, la loi de la valeur, que le capitalisme est ontologiquement incapable de moins avec autant, et se finit immanquablement dans plus avec plus. Vous voyez, incapable de autant avec moins, mais se finit immanquablement dans plus avec plus. Quand j'enchaîne mes idées logiquement, il me vient que du paralogisme de la productivité de la Terre, il suit que pour briser la dynamique écocidaire, dont je voudrais vous faire voir surtout qu'elle est moins une dynamique écocidaire qu'une dynamique anthropocidaire, c'est de la survie de l'humanité qu'il est question. Que se passe-t-il? Il faut qu'on parte. Ah, c'est l'avertissement qui nous reste 10 minutes de temps de jeu. Bon. Pour sortir de la dynamique écocidaire, il faut sortir du capitalisme. C'est pas mitigé, il faut sortir de... Bon. Alors moi, à l'époque, j'avais eu une espèce de petite idée là, rhétorico-politique, et puis je ne lui ai pas donné suite, mais je suis content parce que les amphis me donnent l'occasion de la ressortir du frigo. Alors à l'époque, j'avais dit, pour lutter contre l'écocide, c'est-à-dire pour lutter contre l'anthropocide, il faut un capitalocide, et il n'y a pas d'alternative. Vous voyez ? Vous me suivez? Il n'y a pas d'alternative. There is no alternative. Et moi, ça me plaisait, ça. Je suis un esprit simple, je m'amuse d'à rien. Mais de leur faucher leur truc et de le leur renvoyer dans la gueule, qui plus est sous une forme radicalement anticapitaliste, ça m'amusait. C'est bêta, mais voilà. Et en effet, il n'y a pas d'alternative. Alors, dans les choses un peu terribles qu'on a pu voir ou lire cet été, moi, il y en a une qui m'est tombée sous les yeux et qui m'a fortement frappé l'esprit. C'est un entretien d'un chercheur au CNRS qui est un écologue qui s'appelle Philippe Grandcola. Le croirez-vous, l'entretien est paru
sur le site de France Info. Je me suis frotté les yeux, quoi. Alors évidemment, c'est pas fait pour être au micro ou devant les caméras. On fout ça comme alibi dans les profondeurs du site web. Hein. Pas de bol, et le truc a un peu circulé. Philippe Grandcolat dit les choses, comment dire, avec franchise. Je le cite. Si le climat de la France se réchauffe de 4 degrés d'ici la fin du siècle, comme l'envisagent aujourd'hui même les autorités, alors on est mort, c'est clair. Fin de citation. Comment dire, ça calme. Mais en réalité, si vous voulez, ça remet les choses d'équerre. C'est sous ce surplomb-là hein, que nous avons à penser, que nous avons à concevoir la politique. C'est donc de la dernière importance. Et puis je suis tombé sur autre chose. Mais alors je suis sûr que beaucoup, toi je suis sûr que tu le sais, hein, Aurélie, et beaucoup d'entre vous doivent connaître ça. C'est un rapport qui avait été produit par des chercheurs de la compagnie pétrolière Shell en 1989. Attention, hein, la date est importante. Ils savaient déjà tout. Et les chercheurs de Shell disent ceci. Un réchauffement climatique global hors de contrôle pourrait entraîner des événements climatiques extrêmes, des pénuries alimentaires massives, des mouvements migratoires sans précédent. Et il conclut, c'est là qu'il faut s'accrocher, la civilisation pourrait s'avérer une chose fragile. Alors oui, c'est vrai, la civilisation est une chose fragile quand elles sont dans leurs mains. Et vous suivez mon regard. Par conséquent, il faut la leur retirer. Et en effet, il n'y a pas d'alternative.